Bruno, merci beaucoup de m'avoir fait l'honneur de venir à ce podcast. C'est vraiment un vrai plaisir de t'avoir. J'étais pas sûr si tu allais accepter ou non, mais franchement, ça m'a vraiment touché que tu viennes. Aujourd'hui, on va parler de tout et de rien, surtout de rien, évidemment. Juste rapidement, je sais que tu es dentiste, donc tu peux t'introduire un petit peu, nous dire qu'est-ce qui t'a poussé dans ta vie en réalité à devenir dentiste, parce que c'est un choix particulier. Les gens, à chaque fois, ils me posent la question, pourquoi tu es dentiste? Qu'est-ce qui t'a poussé? C'est l'argent? Le métier manuel? Toi, c'est quoi? Déjà, merci à toi de m'avoir invité sur ce podcast. On est des très vieux amis justement de la fac de dentaire. Donc, quand tu m'as proposé l'idée, j'avais vu tes autres podcasts, ça m'a grave donné envie. Donc, je suis très content. Le métier de dentiste, c'est marrant. J'ai pas vraiment eu des raisons avant de le faire. Je me les suis trouvées plus après coup. En fait, j'ai pris goût à mon métier sur le tard. J'ai mal vécu mes études voilà, je me sentais pas dans mon élément, je trouvais pas que c'était un métier qui me correspondait et même si bon, on a les arguments classiques, on gagne bien sa vie, on peut être indépendant, on fait du bien en aidant des gens à aller mieux, on peut être son propre patron, tout Mm. ça, mais c'est pas vraiment les arguments qui faisaient écho à l'époque. J'ai découvert un petit peu plus tardivement, Mm. voilà, côté manuel, le côté un petit peu plus artistique quand on fait de l'esthétique, où on peut aller un petit peu dans le détail, et c'est ce qui me plaît le plus. Et c'est quoi? Donc, d'après toi, est-ce qu'il faut être passionné pour se jeter dans quelque chose, pour aller faire un métier, pour aller... Parce qu'à 18 ans, tu n'as pas vraiment de passion, à part... tu sais, tu vas te dire, bon, je suis assez intéressé par l'art, je suis assez intéressé par la musique, mais bon, tu sais, c'est pas des métiers qui apportent en fait beaucoup, il n'y a pas des métiers vraiment stables, et c'est très difficile de percer. Donc, C'est qu'est-ce qui vrai. t'a vraiment poussé à aller C'est vrai, et je à pense faire... que j'ai été, très sincèrement, j'ai été poussé. Je suis dans une famille où j'ai un père qui est professionnel de santé, qui est ophtalmologue. Je pense qu'il m'a incité à me lancer dans la voie médicale. Aussi par élimination, je me voyais pas dans d'autres branches assez classiques qu'on peut faire après le bac, du droit, du Hmm. commerce, du marketing. Je me voyais pas dans ces choses-là. Et certainement à 18 ans, pas assez mature pour me dire spontanément, allez, j'envoie tout valser, je vais faire une école de cinéma et tout, comme certains font, hein. Il y en a qui décident justement de tenter le tout pour le tout, de faire une école artistique. Il y a, il y a peu d'élus, c'est vrai, au final, Hmm. mais ça se tente. Et c'est vrai que je me suis toujours posé la question, et si j'avais complètement pris une voie différente, plus artistique, qui correspond peut-être Parce un que petit tu es peu un plus à ma artiste en vrai. personnalité que les dents. À chaque fois que Ouais. je dis que je suis dentiste, les gens disent mais quoi, toi t'es dentiste avec ta tête, avec tes cheveux. J'ai pas la gueule de l'emploi en fait. Bon, en tout cas, tu as pris un métier, on va appeler ça un métier stable. Donc, Voilà, c'est quelque chose, la s'il y a sécurité c'est la avant tout. sécurité, c'est ça. Et je me rappelle à un moment donné, pendant nos études, tu m'avais lancé l'idée de même arrêter parce que ça te plaisait pas vraiment. Parce que c'est vrai qu'au début, quand tu commences tes études de dentiste, c'est pas vraiment ce à quoi on s'attend. Tu tailles des trucs dans la cire, tu te dis, mais il se fait Ouais. quoi là? C'est pas des dents ça. Tu te souviens? Ouais, non, c'est très dur. Les études de dentaire, surtout je pense quand on passe par la fac où on est passés tous les deux, que je ne nommerai pas. Tu peux la nommer, euh, vas-y. on était tous les deux à Garancières, voilà, à la réputation sulfureuse pour ses professeurs aux personnalités assez inattendues pour certains. Mais c'est ça qui fait la beauté de la fac, moi je trouve. Ouais, et en même temps, c'est ce qui fait nos beaux souvenirs C'est et la ça, collection de souvenirs qu'on a pu se faire avec le temps. Mais ça n'a pas été des études faciles. c'est sûr. Voilà, comme tu sais, j'ai redoublé pas mal de fois. Et puis voilà, je pense, je sais pas, j'étais dans une sorte de révolte contre moi-même. J'avais cet à côté en parallèle avec les études où j'avais envie de voyager, j'avais envie de me découvrir des passions, de faire un petit peu tout, sauf ce qui allait m'attendre plus tard. Donc c'est pour Hmm. ça que je te dis, les études ont été très pénibles et c'est étrangement, même plusieurs années après avoir commencé à travailler, parce que les premières années aussi ont été très très compliquées. Je connaissais mal mon Hmm. métier, je faisais des erreurs, j'étais pas à l'aise, j'étais vraiment pas dans ma zone de confort. Ça a été franchement une lutte interne
où ouais, je me suis à nouveau posé la question, est-ce que j'arrêterais pas? Mmh. Pas du tout fait pour moi, en fait. C'est juste que je suis nul. Et franchement, à force de m'accrocher, j'ai découvert les facettes du métier, ce qui me plaisait. Donc des fois, il faut creuser un peu dans un métier, je pense, pour aller trouver la spécialité, la sous-spécialité ou les particularités qui peuvent vous plaire. Ça reste pas forcément fun tous les jours à tout point de vue, mais on arrive à trouver des trucs chouettes. Et pour ma part, voilà, bah, je commence à prendre quand même plaisir à exercer ce métier C'est depuis top. quelques temps déjà. C'est top. Mais c'est Ouais. excellent ce que tu dis parce que ça rejoint une mentalité japonaise dont on parlait l'autre jour, super intéressante. C'est que les Japonais disent souvent, tu sais, dans un métier, déjà tu passes 70% de ton temps dans ta vie au travail. Et il faut toujours trouver un 10-15% dans ce métier qui te plaît. Et tu l'exploites à fond, comme tu l'as dit. Et si tu ne trouves pas ce 10%, si tu ne le cherches pas et que tu ne le trouves pas, tu vas être triste et malheureux toute ta vie. Mm. Il faut que tu te réveilles chaque matin en disant, eh, je suis heureux d'aller au travail. Et si tu ne trouves pas ce petit 10%, parce que tous les métiers, crois-moi, ça ne plaît pas à tout le monde, tu sais, Ah, c'est n'importe clair. quel job, hein. Et tu as ce fameux petit 10% qu'il faut que tu trouves dans chaque métier. Et toi, tu l'as trouvé, c'est cool, parce que c'est de l'esthétique un peu, etc. On est plus qu'à 10%. Je pense que 10% sur ça, c'est un Il peu. te dit vraiment le strict Ouais, minimum. c'est le BABA, voilà. Mais Vraiment. Et pour que, il faut que ça te pousse à te lever le matin, en fait. À c'est te ça. dire, vas-y, Ouais. je vais me saigner, je vais aller bosser, je suis content de me Bah réveiller. ouais. Tu vois? Je m'estime franchement plutôt chanceux parce que t'as des jobs, je pense, de nos jours où c'est purement alimentaire. Ouais, c'est clair. Tu te réveilles, tu fais de la manutention, je sais pas, dans un entrepôt d'Amazon. Il y a rien y a rien de fun. Mais encore une fois, sans jugement, parce que peut-être que même ces personnes-là peuvent au final être contentes d'aller au travail le matin, être fières, avoir un boulot, gagner leur vie, être contentes. Mais il y a des métiers, je pense, un petit peu plus, qui nous donnent plus de Mm, raisons d'être passionnés. On a la chance d'avoir un métier où on peut apprendre toute notre c'est vie, clair. progresser, apprendre telle spécialité, puis telle autre, basculer voilà, d'une envie à une autre. Franchement, ça reste une chance. C'est Voilà. clair. En Avec plus, les inconvénients connus de ce métier. ouais, en plus, on peut pas se plaindre. On a quand même fait nos études à Paris, qui est une des villes, pour moi, tu vois, qui est la plus belle ville, si ce n'est, enfin, une des plus belles villes au monde, parce que j'en ai quelques-unes en tête. Ouais. Et c'est une ville vraiment, du fait qu'elle soit cosmopolite, bah, elle fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Et comme toi, tu vois, c'est parce que tu as fréquenté tout type de personnes, etc. Et c'est drôle, je te parle de Paris, mais tu as déjà entendu parler du syndrome de Paris? Non, tu vas me l'expliquer. Syndrome de Paris, c'est un syndrome qui a été décrit pour la première fois en 1980 par un psychiatre japonais. Ok. Ok, c'est un syndrome très Ah, rare. attends, dis-moi, c'est pas l'histoire des touristes asiatiques qui se font une Exactement, image ultra cliché de ce qu'est Paris, limite ce qu'on voit à exactement. Montmartre, et qui arrivent et qui voient tout les grossièretés, les vols, les sacs à Exactement. l'arraché, et En ils fait, repartent en traumatisme. traumatisme total. Et en Ouais, fait, ça arrive très rarement, mais quand ça arrive, c'est exactement ça. Les Japonais, souvent ça arrive avec les Japonais, ils arrivent avec une idée vraiment comme Paris, c'est l'élégance, c'est ouais, tu sais, ce qui est romantique. Et ils repartent avec vraiment Paris, c'est dégueulasse, c'est sale à certains endroits, mais tu sais, il y a beaucoup ouais, de villes qui sont sales. C'est cosmopolite, ils pensaient voir des gars avec des bérets se promener avec des baguettes sous la, ouais. tu sais, en dessous sous le bras. Et au final, c'est pas ça du tout. Ils rentrent vraiment, c'est dépression, anxiété, et littéralement, des fois, c'est des visions qu'ils ont vraiment. C'est très perturbant. Mhm. Palpitations, bref, un gros délire. Et ça existe, tu vois. Et il y a beaucoup de déceptions comme ça qui se font. Beaucoup de gens qui viennent à Paris qui sont déçus, d'accord. Mais même malgré tout, moi je suis content parce que, tu sais, je le dis souvent, je suis un produit de cette ville. Et cette ville, grâce à elle, ben, j'ai rencontré des gens de différentes cultures, sans le vouloir en fait. Tu sais, depuis la maternelle, primaire, lycée, tu vois de tout. Parce que, tu vois, et donc tu as écouté différents types de musique, tu as parlé avec différents types de personnes de différents pays. Donc c'est ça la grosse richesse. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais en tout cas, toi, ce qui est cool, c'est que depuis que je te connais, tu es quelqu'un quand même de très optimiste. C'est-à-dire que tu es capable, même en temps normal, tu sais, la vie, il y a beaucoup d'aléas dans la vie. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer et toi, tu arrives toujours à trouver le côté
positif, tu vois. Et c'est quand même assez admirable. Et c'est pas facile de le faire. Euh, j'ai passé 7 ans à avoir devant moi littéralement 9 lettres, d'accord, l'une après l'autre. À chaque fois que je levais la tête et que j'étais pas bien, triste, démotivé, quoi que ce soit, je levais la tête et j'avais ces 9 lettres qui étaient devant moi, là, littéralement. Ces lettres, ça représentait juste le mot optimisme, d'accord. C'est quelque chose que tu m'avais offert, ok. Ça me parle pas. Et yes, je sais, parce que tu as une mémoire de poisson, donc c'est pour ça. Tu me l'avais offert, si je me rappelle encore, c'était un fond rose et c'est écrit Ok, en blanc capital. Tu me l'avais ok, donné, ok. ok. Je l'ai collé pendant 7 ans, je levais la Mais tête. À chaque fois, arrête, j'avais le mot optimisme, trop sympa. optimisme. En anglais, ils appellent ça le drop effect, d'accord. C'est quelque chose qui vient et à chaque fois qui vient, c'est comme une goutte d'eau qui vient qui te tombe dessus. C'est une goutte d'eau qui te tombe dessus de manière permanente. À un moment donné, ça finit par rentrer dans ta tête, Hmm. d'accord. Et ce mot optimisme a fait qu'à chaque fois que j'avais un coup de mou, quand j'étais pas bien, etc. Bah, bon, mais il était toujours là. Et il m'a accompagné pendant 7 ans, mec. Et c'est ce que tu m'avais offert. Donc je t'en suis Mais je te reconnaissant quand l'avais même. offert genre un peu en mode totem à regarder Man, à c'est titre thérapeutique. T'es en bas, tu le même regardes. pas. Non, c'était Non, quoi le. tu m'avais dit, tiens, prends ça. Je l'ai pris, je l'ai mis dans mon sac. On était, je crois, en 2e année. Ok. Je l'ai mis dans mon sac et je sais pas, je suis arrivé, je l'ai scotché devant mon bureau. Et dès que je levais la tête, c'était un flash, ça me sautait dessus, tu vois. Et je Trop pense que marrant. c'est important parce que et dans tout dans la vie, ce fameux drop effect, ce fameux effet où à chaque fois, tu as toujours cette goutte d'eau qui vient te rappeler, en fait, faut pas oublier tel ou tel sujet. Bah, man, à un moment donné, ça rentre, tu vois. Hmm. So ça, c'est ça qui est intéressant. Et ça m'a accompagné pendant très longtemps. Et tu es tellement optimiste que tu es quand même capable, grâce à ton énergie positive, à changer le mood de quelqu'un. So, je te mets dans une situation, ok? T'as un gars qui est en haut d'un immeuble. Il va sauter, d'accord? T'as 10 secondes pour le convaincre de ne pas sauter. Tu lui dis quoi? Waouh, elle est dure celle-là en info. Je sais pas. Il va sauter. C'est chaud. Ouais, C'est un ouais. pote à moi ou je le connais pas? Non, tu le connais pas, parce qu'un pote à toi, tu sais quoi lui dire. Tu le connais pas, il va Euh, sauter, tu sais qu'il va sauter. Il est devant toi, t'as 10 secondes, tu dois le convaincre. Il va sauter, il est au bord. je lui dis donne-moi 30 secondes pour te Pour faire une. réfléchir. Donne-moi 30 secondes pour réfléchir. Frère, le mec, il a déjà sauté, tu sais. Non, je lui dis donne-moi 30 secondes pour te démontrer par A plus B que ce que tu t'apprêtes à faire est la plus grande énormité que tu puisses. Si tu veux lui donner un mot ou un truc et lui rappeler une chose, Optimisme. optimisme. C'est le mec qui Ouais. croit que ça marche dans toutes les situations. Ça prend ça. Mais oui, mais tu sais, là, c'est le mot. Mais en réalité, si tu veux, si tu voulais lui dire un truc. Ouais, je pense que c'est un peu cucul la praline pour celui qui est sur le point de sauter, c'est qu'il a déjà dépassé le cap là. Ouais. Voilà, il faut mettre des moyens plus forts. Tu lui ferais quoi? Je sais pas, mec, c'est compliqué. Parce Non, que là, j'essaierai de faire une sorte tu sais, de tirade, genre à quel point la vie est vibrante, mec, il y a ci, il y a ça, il t'est arrivé ça, mais il pourrait se passer ça, regarde l'amour, regarde comment c'est beau, on est aveuglé par par tous nos petits soucis du quotidien, mais alors qu'on est entouré de miracles de partout. Enfin, tu vois, j'essaierai de faire un truc dans le pathos, dans le lyrique, tu vois, mais et je pense que je te je verrais. sais pas si c'est Non, pas mais Bruno, c'est peine top. perdue, tu vois, Non, mais c'est top parce mais que là, parce qu'on rigole ensemble. Mais c'est vrai que je faut pense que essayer de prendre si. par les sentiments. Ouais, mais je pense que c'est ça. Mais si tu te retrouves devant lui, je pense que tu réfléchirais même pas, te connaissant. Parce que tu te dis, écoute, j'ai 10 secondes là pour sauver ce mec. Et ce que tu viens de dire, je pense que tu l'aurais sorti automatiquement. Et je pense que tu aurais même fait peut-être, je sais pas, une danse ou une connerie juste pour lui Ouais, attirer. Je sais ça c'est sûr. possible, ouais. Genre un T'aurais truc fait, pour, ouh, tu sais, genre une connerie. distraction, Mais oui, distraction bug. ouais. Mais te connaissant, t'aurais à faire un truc comme ça, tu vois. Non, non, c'est Et là, ça. tu commences à faire un petit boutique. Tu lui attirer son attention, mais tu sais que tu peux le perturber. En le perturbant, c'est comme quand tu as un fou devant toi, et ben tu vas commencer à faire le fou devant lui. Ouais. Il va faire non, mais frère, tu peux pas me dépasser, c'est pas Moi, je suis possible. plus fou que toi. C'est littéralement ça. Bref, moi je pense que tu aurais trouvé quand même la situation et t'aurais trouvé la chose. Mais en tout cas, ce qui est aussi intéressant chez toi, et que je trouve vraiment intéressant, c'est que, et j'ai beaucoup appris de ça, by the way, c'est que tu n'hésites pas à aller de l'avant dans la vie et de faire ce que tu as envie de faire.
tu te poses pas trop de questions. Quand tu as quelque chose, quand tu as une idée, quand tu as un rêve, tu fonces et c'est une bonne chose. Et c'est intéressant parce que euh, vraiment, il y a une phrase vraiment intéressante et j'avais écouté ça. C'est, comment il s'appelle? Le chanteur Jacques Brel qui l'avait dit. Les hommes ne sont malheureux que dans la mesure où ils n'assument pas les rêves qu'ils ont. Et il disait, donc Jacques Brel disait ça, il disait, bah, souvent, un gars va arriver à 40 ans, en soirée, là, tu l'entends, il est en train de parler, il raconte, et il parle, il fait, j'aurais aimé être pilote, j'aurais aimé faire ci, j'aurais aimé aller en Inde, j'aurais aimé, je sais pas, chanter, aucune idée, bref. Et à chaque fois, il pousse, tu vois, ce moment où ils doivent accomplir ce rêve, parce que il appelle ça, et Jacques Brel le disait, il dit, c'est une bêtise, c'est ça la bêtise humaine, c'est la bêtise, c'est le gars qui se lève le matin en se disant je vais bien, ça me suffit, j'ai pas besoin de faire plus. Mm. Et il se réveille pas tous les matins en se bottant le cul en se disant je connais pas assez, je n'ai pas assez vu, j'ai pas fait telle ou telle chose. Et il disait justement, il disait en fait, quand tu veux faire quelque chose, vas-y, saute, fais-le et réfléchis plus en fait. Parce qu'au pire des cas, bah, t'auras que des remords. Mais saute, fais-le. Au pire des cas, tu te rates et puis c'est tout. Et on s'en fout. Mais quand tu vas arriver à un certain âge où t'as pas fait ce qui te traîne dans la tête depuis très longtemps, et ben à un moment donné, bah, tu vas pas être bien parce que tu sais, la vie, tu peux pas retourner en arrière. Et je trouvais que c'était assez intéressant. Et il disait même, c'est assez puissant, il disait que un homme à 17 ans à peu près, il a déjà eu tous ses rêves. Il ne les connaît pas encore, mais ils sont passés devant lui. Donc il sait s'il a envie d'aventure, de sécurité, de famille, tu vois, il le sait. Il l'a pas encore accompli, mais il le sait déjà. Et le problème, c'est qu'il ne l'assume pas. Le temps passe, la routine, tout ça. Il ne se bouge pas pour aller accomplir ses rêves. Et toi, tu es quelqu'un qui accomplit tes rêves. Tu ne les as pas tous accomplis, je le sais. Et c'est quoi qui te pousse justement à être dans ce mood, en te disant, je m'en fous, je fonce. Dès que tu as quelque chose, Bruno, je le vois, tu sautes, tu le fais, tu te poses pas trop de questions. Le seul truc qui te stoppe, c'est quand vraiment, vraiment, le temps te stoppe. Ou tu peux pas le faire parce qu'il y a vraiment quelque chose qui te bloque. Mais toi, tu as cette âne et cette énergie pour le faire. Comment tu vois les choses? Comment tu vois la vie? Pourquoi tu te dis, eh, let's go, j'y Je vais? sais pas, ça me fait un peu penser au film de Jim Carrey, là, Yes Man. J'ai tendance à avoir cette curiosité qui m'attire vers pas mal de domaines. Et j'aime bien essayer plein de choses, mais je pense que bon, c'est pas propre à moi seulement. Je pense que c'est juste ouais, une curiosité pour la vie Tu peux me faire et un... essayer de faire voilà, un tas d'expériences, que ça soit des voyages, des passions, dans l'art, la création, même mon métier au final. Je pense que mon métier, c'est un bon exemple parce que je tâtonne un petit peu à gauche, à droite. J'essaye ci, j'essaye ça. On peut se casser la gueule une première fois et essayer de se rattraper autrement. Donc c'est le cas. Après, voilà, comme tu le disais, je pense que euh, ça serait, ça serait mentir que de dire que j'ai accompli tous mes rêves. Je pense que je nourris encore des petits rêves secrets. Moi aussi, je crains peut-être d'avoir un jour, d'atteindre un âge où je vais me dire ah, putain, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû changer de métier. Voilà. Mais je pense malheureusement qu'on peut pas. Alors oui, on peut techniquement tout faire, tout accomplir, mais la vie fait que aussi avec les responsabilités. J'ai une fille. Je pense que c'est compliqué de claquer les doigts, de décider de changer de voie comme on veut, avec tout ce que ça sous-entend comme Mm. changement, comme contraintes financières. Et est-ce que j'ai envie voilà, j'ai envie de ça? Est-ce que j'ai envie de sortir de ma zone de confort sur tous les plans? Pas forcément. Donc Mm. Mais voilà. tu te jettes à l'eau, tu y vas. Tu fais partie des rares personnes que je connais que dès que tu as une idée, tu le fais. Et dans la majorité des temps, en fait. Tu vois? Mais parce Ouais, que je suis en train de te des comparer. petits projets, des petits trucs, des vidéos, Ouais. des choses comme ça. Ouais. Un jour, je me rappelle, j'avais dit à un pote à moi, c'était il y a peut-être 10 ans, 15 ans, on marchait dans la rue. Et je lui ai dit, man, j'ai trop envie de faire cet instrument. Tu sais, j'ai trop envie d'apprendre à jouer cet instrument. Tu sais ce qu'il m'a répondu? Très smart. Il m'a dit, mais mec, mais t'es pas mort, en fait. Man, ça m'a marqué.
Il m'a dit, mais en fait, pourquoi tu te dis j'aimerais trop, mais t'es pas mort, mais Ouais. pourquoi tu te bouges pas en fait? Je comprends pas. Et là, je l'ai regardé, j'ai fait, mec, c'est vrai que j'avais genre 24 ans, un truc comme ça. Je dis, c'est vrai. Alors, tu t'es chauffé? Et je me suis chauffé. C'était J'ai quoi? commencé Faire de la clarinette? la clarinette, comment tu sais? Non, je dis ça oui. C'est pas vrai, man, c'est pas vrai. Piano, man, j'ai avancé dans la Ah, percussion mais aussi c'est un petit vrai, peu. c'est Mais vrai que oui, tu fais c'est du bien. piano, ouais. Ouais, c'était assez intéressant. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, man, il a tellement raison. Mm. Ouais, c'est trop vrai. Bruno, t'es quelqu'un qui. Enfin, moi, je le dis souvent, j'ai appris beaucoup de choses de toi et surtout des choses côté humanité, humanitaire, etc. C'est vraiment très intéressant ce que tu as fait dans ta vie. Je te parle comme si tu avais genre 50 ans. Mais crois-moi, du peu que je te connais, mec, tu as fait beaucoup de choses qui m'ont assez marqué. Et c'est pour ça, man, que je voulais t'inviter. Parce que tu mérites qu'on mette ça un petit peu aux yeux de regard des gens. Il faut qu'ils sachent ce que tu fais. Euh, t'es, euh, t'es marocain d'origine et de confession juive. Mhm. Et chaque 24 décembre, au soir, tu laisses Ah, ta famille, tu laisses tes amis, j'ai tu arrêté ça. descends, Je l'ai fait depuis un temps, ouais. ouais, tu laisses ta famille, tu laisses tes amis, tu descends, tu sillonnes les rues de Paris et tu donnes à manger aux sans-abri. Pour Oh, moi, t'as une c'est mémoire, mec. Tu te rappelles de trucs à l'ancienne. Les maraudes, ça s'appelait. les maraudes. Les maraudes. Bah, comme c'est pas dans la coutume voilà, chez les juifs de faire le réveillon de Noël particulièrement, bon si, de temps en Oui, mais tu temps, viens, tu t'es peux en être train invité de... à un réveillon de Noël et ça m'est arrivé d'en faire, mais ouais, pendant quelques années, j'ai eu cette idée de me dire, bon, c'est un soir où je pense que si t'es dans le besoin, t'es seul, et que tu sais que tout le monde se gave de foie gras aux fenêtres autour de toi, c'est un peu rude. Donc je me suis dit, allez, je vais prendre une voiture, je vais faire la tournée des copains déjà en premier. Donc oui, c'est grâce à eux. J'allais récupérer des fringues, des couvertures, des trucs d'hygiène, de la nourriture. Et après, un petit peu de manière anarchique, je sillonnais les rues Moi, je me et souviens je pas d'une anarchie. m'arrêtais. Tu étais organisé, tu avais tous tes petits grecs, tous tes petits trucs, t'allais. Franchement, pour moi, c'est une super belle leçon d'humanité. Ouais, il y Tout en le a plein monde. qui font ça, hein, tu sais, à Paris. Hmm. Et je pense que c'est bien de ne pas le faire ce soir-là, justement, parce que ce soir-là, il s'avère que c'est un soir où beaucoup de gens ont la même idée que moi. Je sors vraiment pas du lot. Il y a plein de gens qui se disent, ah, c'est Noël. C'est un jour où, voilà, par fraternité, on ne peut pas laisser des gens dans la rue sans un petit peu de chaleur, une petite coupe de champagne, un petit chapeau sur la tête, un petit truc. C'est un truc où il y a beaucoup d'assauts qui tournent. Et à la fin, je sais pourquoi je l'ai arrêté les dernières années. Bon, j'aurais pu le faire un autre jour, mais c'est justement, en fait, je me retrouvais, enfin, il y a des SDF avec ils se retrouvent avec 10 sacs Ah de ouais? nourriture autour d'eux. Ils sont déjà passés, c'est bon, merci. Genre, ils étaient Ah, tu t'es dit, moi, je vais le faire un autre sur les jour alors. dernières années, ouais, c'était ça. Et je me suis dit, bon, ok, en fait, ouais, tout le monde. Bah, c'est beau. C'est beau, c'est-à-dire qu'il y a un excès, un excès voilà, de fraternité ce jour-là où tout le monde se dit, on va essayer de s'entraider. Ben, en Mais vrai, il faudrait que ça dure le restant de l'année. c'est clair. Et voilà. Mais Faudrait créer quelque chose comme ça où les gens se partagent, si tu veux, cette tâche. Tu sais, c'est comme dans une famille, tu sais, les parents grandissent et les frères et sœurs se partagent. Bon, bah aujourd'hui, c'est moi qui vais voir maman, papa, ouais, ouais, tu vois. ouais. Mais faire la même chose, parce que finalement, ces gars-là, ces hommes et ces femmes qui sont justement dans la rue, bah, tu peux aller les aider. Et c'est le meilleur moment, pas seulement au réveillon de Noël, mais tous les jours de l'année, en fait. Mm. Et si les gens sont occupés, sont dans la routine, ça court, etc. Bref, en tout cas, tu me dis, c'est connu, tout le monde le fait, etc. Bah, t'es le seul que je connaisse qui le fasse. Bon. So, À l'ancienne. t'es le seul qui le fait. So, t'es la seule personne que je connais et qui l'a fait, même si c'était à l'ancienne, mais tu l'as fait. Et c'est très respectable, en tout cas, à tous ceux qui se cachent derrière leur religion et qui disent, ouais, mais moi, je fais des bonnes choses. Eh ben, regardez ce que Bruno fait. Vous pourrez en apprendre beaucoup. Arrête. Je te jure, mec, c'est vrai. Ouais, mais faut pas que ça relève tu sais, de l'exploit. Je pense que c'est juste genre un move où C'est genre bien, écoute, tu fais rien sans histoire regarde, dedans. man, c'est bien Ouais. d'être humble, c'est cool. Non mais T'es très humble, c'est bien. Tu vois.
Anyways, en tout cas, toi, tu as été en Inde, ça t'a mis une grosse claque. Tu me racontais, tu étais dans des guest house où l'hygiène n'était pas Sans incroyable. transition. Tu sautais directement. Le matin, tu te réveillais, tu allais directement, tu prenais ton vélo, tu te faisais courser par des chiens Ah errants. ouais. Oh mon Dieu. C'était l'angoisse. Tu prenais les trains couchettes, agglutinés avec des gens. Mais Exact. alors, qu'est-ce qui t'a poussé à aller faire un voyage comme ça, sac à dos? Je crois que Pékin Express n'existait même pas à l'époque. Tu l'as fait et franchement, je me souviens quand tu es revenu, man, ton visage rayonnait, c'était différent. C'était pas parce que tu étais en vacances, man. C'était pas facile ce que tu as fait, man. Ouais. Je me rappelle d'une anecdote, tu me disais, man, je dormais, il y avait un cafard, je savais plus il était où. J'oublie pas, tu vois, tu m'avais raconté cette histoire. Je me suis dit, man, mais comment il dormait celui-là? Et tu me dis, ouais, je me Ah. réveillais et dès que je marchais, tu avais des chiens, ils me couraient dessus. Je J'en parlais jetais des des cailloux. fois, je courais, je jetais des cailloux. So, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as voulu faire ça? Et tu l'as pas fait qu'une fois, tu l'as fait plusieurs fois. Ouais, Et, 2 fois. et ensuite, tu as visité le nord, tu as visité le sud, Ouais. tu es allé au contact des gens, tu as pris des photos parce que la photographie, ça te passionne aussi. Tu as vu les enfants, tu as vu des vaches, frère, dans les rues. Et les vaches, c'est super respecté là-bas et c'est incroyable en fait. Et pourquoi donc tu as voulu faire ce voyage? Tu peux faire ça bref, t'inquiète, t'es pas obligé d'aller dans les détails, mais Je pense qu'à l'époque, quel âge je devais avoir? Je devais avoir 21 ans, 22 ans, un truc comme ça. Bah, l'Inde, c'est un grand classique des voyages des personnes, je pense, en quête existentielle ou en quête de réponse. Tu sais, c'est un pays, c'est une terre de spiritualité. À l'époque, j'étais complètement passionné par ça, par l'hindouisme, les grands maîtres le indiens, la home, méditation. Voilà, j'avais un oncle qui en fait m'avait à l'époque beaucoup appris sur le sujet et j'étais matrixé, je pense, par ça. J'étais vraiment, tu vois, c'est cette quête de spiritualité que j'avais jamais eue à travers une autre voie que celle qui est ma religion et qui m'a été enseignée dans mon petit foyer à moi. Et là, je voyais les choses complètement différemment et je me reconnaissais dans une forme de spiritualité qui me plaisait plus. Et je pense que c'est ce qui a motivé mon départ en Inde. Après, je pense que c'est voilà, le premier voyage où enfin, ça y est, tu te dis, allez, t'avais quel âge? je me 2011, donc ça fait 14 ans, donc j'avais 22 ans. Ouais, premier voyage où tu te chauffes, tu prends ton sac à dos, tu pars à l'aventure. C'était l'époque où je commençais à découvrir la photo, j'étais passionné, donc je tirais des petits portraits dans la rue aux gens. C'était pas encore très commun de faire des petits reportages de rue. Et, j'ai adoré, quoi. C'était grave passionnant. Non, un voyage super marquant, c'est clair. Ouais, super marquant, et je pense que tous les gens qui rentrent d'Inde peuvent pas rester indifférents et te diront la même chose. C'est une grosse claque en fait, c'est pas... T'es complètement Ouais, dépaysé. tu te prends des grosses claques. Moi, j'ai eu des anecdotes, des trucs. J'ai un souvenir, ça c'était à Varanasi quand on était, c'est l'équivalent de la Mecque hindoue, donc vraiment ville bloquée dans le temps. T'as l'impression que c'est encore le Moyen-Âge. Et en même temps, ça a grave du charme. T'as des cortèges qui chantent. C'est la ville où les gens viennent mourir en fait en Inde. C'est limite, voilà, c'est une promesse d'avoir une vie, d'arrêter le cycle des réincarnations, d'aller mourir à Varanasi. Et je me rappelle, j'étais avec un sadou, tu sais, c'est les types avec le turban orange, donc un sage, voilà, qui décide, avec une amie qui était avec moi à l'époque, Lola, de nous prendre sous son aile et nous faire visiter un petit peu la ville. Et il nous a amenés au Burning Ghat, c'est l'endroit où les gens viennent acheter leur bois de plus ou moins bonne qualité en fonction de l'argent qu'ils ont, et pour venir un petit radeau faire brûler la dépouille de leurs proches au cours d'un rituel religieux. Tu vois pas que il m'a pris avec lui, et en fait j'étais sur une minuscule parcelle de terrain avec les proches très proches de la famille, la mère, je sais pas, l'épouse, l'enfant, et moi j'étais là comme ça dans un coin avec Lola et moi, et j'avais le corps du mec à mes pieds qui brûlait, genre ça sentait le barbecue. Non, mais c'est une scène choquante. Genre, tu sais, t'as 22 ans, tu te retrouves catapulté en Inde au bout de la deuxième ville. Bam, t'as un truc comme ça, tu vois. J'avais la chaleur, quoi, la braise humaine qui me brûlait sous le nez.
Tu sais, quand j'y repense, je ressens encore l'odeur. Mais j'ai essayé de pas juger la scène, j'ai essayé de me mettre à la place. Et ce qui était fou, c'était que c'était un moment heureux pour eux. Genre, je me rappelle qu'il y avait un gosse, tu sais, qui gambadait comme ça avec son petit bâton de bois. Donc c'était un moment genre de joie parce que pour eux, c'est une promesse de quelque chose après la mort. Et ils voient pas du tout la même chose que nous dans les religions un petit peu monothéistes où voilà, un enterrement, on s'habille tous en noir, c'est terrible. Donc ça, super marquant. Super marquant. Je sais pas pourquoi je te parle de cette anecdote. Non, mais c'est super intéressant. C'est ça le but, c'est que tu me racontes un petit peu ce que tu as vécu là-bas. Je me rappelle, tu m'avais même parlé de. Je sais pas si c'est le même gars, mais il buvait de l'eau du Gange. Il Mais avait une c'est lui. bouteille. C'est lui. C'est lui. C'est le. Mais l'eau du Gange, elle est complètement polluée en vrai. Bah, Donc, t'as juste tous les Indiens qui viennent faire leurs ablutions. T'as les corps avec les radeaux qui brûlent avec les cendres humaines, plus, je sais pas, les déchets, les trucs, ça, c'est une catastrophe. et l'Indien que Bah, vraiment, bah, il y a le Premier ministre qui récemment a dit nous pouvons boire l'eau du Gange. Il a bu un verre, il a fait cette apparition à la télé. Et tu vois, une heure après, il a été hospitalisé. Ça avait fait le tour des médias sur Internet, c'était marrant. incroyable. Donc, ouais. Ta flore Je bactérienne, elle doit être déconseille fortement, même si c'est Faut pour pas boire booster de son l'eau. immunité. Ah bah non, c'est un massacre. Mais le gars, ouais, j'étais choqué. Il Il avait sa buvait. bouteille, il la re-remplissait et il se faisait voilà, des verres d'eau avec. Il buvait. Il buvait Il l'eau du buvait de Gange. l'eau du Gange parce que pour lui, c'était une eau qui était voilà, qui allait le purifier. Donc, c'est voilà. Et il avait pas de problème. Écoute, je le suivais pas aux toilettes. Je- J'espère pour lui. Mais en tout cas, il avait l'air de. Tu le voyais tous les jours, donc il avait l'air d'être bien. Ouais, S'il se resservait, pendant quelques jours, on l'a vu. s'il se resservait, c'est que ça allait quand même pas Ouais. mal. Et en parlant, bon, on parlait de ça, c'est un peu macabre, mais euh, Bruno, pendant ta jeunesse, tu as vu beaucoup de monde partir trop vite. Des amis, de la famille, des gens que tu connaissais, que tu appréciais. C'est quoi le sentiment que tu as les premières 24 heures? Tu me prends des pompes et tu passes du coq à J'ai- l'âne. Euh, C'est un état de choc. Vraiment, j'irais même de sidération. C'est le souvenir que j'ai de ça quand j'étais petit. Ouais, à l'école, j'avais un jeune ami, je me rappelle. Euh, et je trouve que c'est bien de parler de lui parce que bon, voilà, ça peut lui rendre hommage. Et j'ai pas eu l'occasion d'en parler, je crois, de ma vie entière. Peut-être que toi, on avait dû en discuter, mais ouais. Bon, bah, on avait la même année, on était dans la même classe, sauf que lui, il passait c'est des allers-retours avec l'hôpital pour combattre une leucémie. Bon, à l'époque, ça veut pas dire grand-chose. Tu à 8 ans, tu comprends pas trop, tu vois ton pote. Des fois, il a des cheveux, des fois, il a pas de cheveux. Tu joues à la Game Boy avec lui dans les couloirs de l'hôpital. Tu vois T'allais avec lui? nos mamans qui papotent. Ouais, soit quand il était à l'école, sinon j'allais lui rendre visite à l'hôpital. Et, euh, et ouais, c'était assez terrible parce que bon, c'était pas moi qui rentrais en contact directement avec lui, c'était via les téléphones de nos mamans, tout ça. Et un jour, c'est une copine de ma classe qui, au détour d'une phrase, de manière assez très brusque, m'a dit Il est plus là. ouais, il est mort, mais limite avec un ton narquois en plus. Et j'en revenais pas. Alors que moi, ça faisait depuis des années que je le voyais, que je le suivais dans ça et que c'est tombé d'un coup. Je m'y attendais pas, ou peut-être que, je sais pas, les adultes ils s'en doutent, mais nous les enfants Hmm. on s'en rend pas compte. Et ouais, je suis resté, ouais, j'ai explosé en sanglots en rentrant à la maison et je me rappelle, j'ai pas parlé, je pense, pendant 24, 48 heures. Il y avait plus un mot qui sortait de ma bouche. Donc Vraiment, même en connaître le étant. deuil quand t'es un deuil de quelqu'un que t'aimes bien quand t'es Quand enfant. t'es enfant, c'est un peu Ouais, difficile. c'est super brutal. Et je pense qu'avec le temps, avec la maturité, quand tu deviens adulte, bah, c'est jamais. Un deuil, c'est un deuil. Perdre quelqu'un que t'aimes, c'est une épreuve difficile dont il faudra se relever. Mais je pense que bien sûr, tu le prends peut-être avec un petit peu plus de recul, de sagesse que la claque quand on dit que ton meilleur pote a 8 ans, il est plus là, il est dans les nuages. Tu vois, c'est pas la même C'est chose. fou qu'on se prenne quand même une claque, même quand on est jeune. Parce que quand t'es jeune, tu sais, genre,
Je sais pas, Surtout quand t'es jeune, je pense qu'on est des petits, Ouais, c'est des une plus petites grosse, éponges c'est une à plus grosse Ah claque. ouais, on est les enfants, c'est des êtres ultra émotifs, dans un sens comme dans l'autre, hein, donc voilà, tu peux pas. Oui, tu veux dire peut-être qu'il y a des enfants qui passent un petit peu à côté du sens, qui arrivent pas à matérialiser Mm, l'idée de la perte de quelqu'un, donc ils s'en retrouvent moins affectés. mm. Mais au final, je me rappelle que c'était très clair pour moi. Sans comprendre ce que c'était la mort, bah, je savais que voilà, Mohan n'était plus. Tu vois, genre, dans ma tête, c'était très clair. Et j'étais bouleversé, mec. C'est la première fois que t'en reparles. Première fois de ma vie que j'en parle. Tout ça. Enfin, je peut-être dû en faire allusion auprès de, je sais pas, de quelques personnes autour de moi, mais c'est pas un sujet. Bon, bah, pensez Mais à ma lui mère, alors. ma mère, elle s'en rappelle encore. Je pense le jour où elle m'a vu Ouais, rentrer de l'école, lui racontait. Et une grande pensée à lui, ouais. ouais, big up. Sans transition. Sans transition, tu sais, ils ont posé une question. Ça reste dans le thème quand même. Ils ont posé une question à un moine bouddhiste. Ils lui ont demandé est-ce que tu es heureux? Il leur a répondu je ne suis pas heureux, mais je suis en paix. Je trouvais que c'était trop puissant. Il n'est pas heureux, mec, mais il est en paix. Mhm. Il disait le mot heureux, c'est trop puissant. Je peux pas vous dire que je suis heureux. Tout ce que je peux vous dire, c'est que au stade de la vie, là, moi, je me sens en paix. Ok. Ouais. T'en penses quoi, toi? Parce que je sais que t'es très, on va dire, t'as poussé un petit peu ce côté spirituel il y a pas mal de temps. Et d'ailleurs, je me souviens, t'avais même fait, t'étais allé dans une sorte de... T'avais disparu à un moment donné pendant Ah, une semaine. j'ai fait 11 jours, ouais. T'avais fait 11 jours. On avait quoi? On avait 20 ans, t'avais disparu pendant 11 jours, t'avais coupé ton téléphone et tu m'as jamais raconté. Mais si, je te racontais, non? Non, man, tu sais que je m'en souviendrai. Tu m'as jamais raconté ce qui s'était passé. T'es allé, c'était quoi? C'était avec des moines hindous ou bouddhistes ou quelque chose? Même pas. C'était un Non, c'était en France. c'était en France. C'était. Et j'avais plus de nouvelles de toi pendant 10 jours, 11 jours là. Et J'arrive même pas à me rappeler du nom. C'est un. En fait, c'est des stages. Il y en a dans le monde entier. C'est des stages de méditation qui sont supposés transposer l'héritage bouddhiste, mais de manière telle qu'il a été enseigné à l'origine. Et c'est-à-dire qui n'a pas été dénaturé par des croyances supplémentaires, des t'as règles fait superflues, des choses comme ça. chose de société aussi. Et c'est quelque chose d'assez basique sur le papier. Bouddha se disait, bah, de mon vivant, je vais essayer d'enseigner aux autres êtres humains comment se délibérer de la souffrance. La souffrance, c'est celle d'une croyance en un ego, une personne avec tout un tas de tissus de mensonges, de croyances auxquelles voilà, on pense sans arrêt, des oui, des j'aime ci, des j'aime pas et tout. Et donc, c'est plutôt de considérer ce qui est. euh, euh, Par la pleine conscience, c'est-à-dire la conscience de son corps, la conscience de ce qui t'entoure, la conscience de tout ce qui se passe autour de toi à l'instant présent sans être Hmm. perdu dans ton flot de pensée et tout. Et l'histoire des 11 jours, c'est qu'en fait, quand tu commences à le faire à Paris, ouais, je fais ma petite méditation du matin, mais direct, t'es rattrapé par tes problèmes, ton travail et tout. En fait, c'est compliqué de faire un essai loyal et vraiment plonger dedans. Là, pendant 11 jours, on t'enlève ton portable, on t'enlève ton stylo, on te dit t'as pas le droit de parler aux autres gens, t'as pas le droit de les regarder, il n'y a pas de communication, pas de truc, pas T'étais de très jeune en rapport plus. sexuel, pas de ci, pas de ça. T'avais quel âge? T'avais quel âge à cette époque-là? Euh, Ben, ma fille était pas encore née, donc je devais avoir 23 ans. J'avais 23 ans, je pense, ouais. C'est quand même très jeune Euh, de s'isoler comme ça. Bah, c'était dans la continuité de l'Inde. Je te dis, j'étais dans ce délire de. J'étais matrixé de la méditation et tout. Je voulais pousser le truc à fond. Donc, ça, c'est vrai que quand j'ai une idée en tête, j'y vais, tu vois. Je l'ai jamais refait après. Je me suis Mais, toujours dit, il faudrait que je le refasse, mais je l'ai jamais refait. Mais mais ta mère euh, marocaine, mère poule, là, quand tu l'as dit je disparais 11 jours, elle t'a dit quoi? je m'en rappelle plus.
Mes parents, dans beaucoup de situations, ils ont dit, vas-y, On abandonne. on abandonne. On l'abandonne. On l'abandonne, le gars. Mais, Il va... ouais. Du coup, pendant 11 jours, en fait, ouais, tu médites pendant des heures et des heures. Je crois que c'était 10 heures de méditation par jour, réveil à 5 heures avec des gongs et tout. On se bat. C'était un, Tu le referais c'était maintenant? un mythe. Franchement, c'était très dur parce que, genre, au bout du 8e jour, je me rappelle, j'ai les nerfs qui ont craqué. En fait, c'est ça qui est génial avec ce truc de 11 jours, c'est que t'as pas le choix, t'es bloqué. Tu sais, nous, on cherche toujours dans la distraction un petit coup de téléphone, un petit coup de scroll, un petit truc. Donc, c'est facile Là, t'as pas le choix. Tu n'as aucun moyen de distraction. Tu n'as pas le droit de parler à d'autres gens. Tu peux pas compenser ton ennui par des discussions, des écrans, tout ce que tu veux. Donc, en fait, t'es 100% focus sur toi-même. Et malheureusement, ça peut devenir insupportable parce qu'en fait, tu as toutes tes merdes que tu veux pas regarder les 3 quarts du temps de ta vie quotidienne, tu sais, des choses que tu te nies à toi-même, voilà, qui refont surface. Et en fait, je pense que ça fait super mal. Ça fait mal, t'es pas bien, tu vois. Et j'ai eu un bouillon au bout du 8e jour sur 11. Et là, tu as le droit de demander à avoir un petit entretien avec celui qui gère le truc, Pour aller aux toilettes. je sais pas, le pseudo-gourou, ou je sais pas Pour aller quoi. aux toilettes. T'as pas le droit pendant 11 jours d'aller aux toilettes. Et- J'ai explosé au bout du jour, mon gars, je te dis pas. Non, il a réussi à me rebooster. Il m'a dit optimiste. Quand je au frère, Non, j'ai craqué. non, je savais pas. il a réussi à me faire tenir. Il m'a dit c'est trop dommage que si près du but, genre, tu vas regretter, tu vois, de pas l'avoir fait. Tu sais, tu vas avoir cette Ah, ok. sensation d'accomplissement, d'être allé jusqu'au bout. Tu seras fier de l'avoir fait. Et ça fait partie du process. Et c'est bien que tu sois dans cette situation-là et que tu étais nerfs. C'est normal en fait que tu passes par ça. Mais c'était dur. Vraiment, j'ai été coupé du monde Mais t'as pendant été 11 jours. solide. J'ai jamais refait un délire comme ça depuis. Mais, tu me sors des dingueries après dingueries. Genre, vraiment, j'ai des trucs, tu sais, genre, je les ai oubliés. C'est des fils de bardac. C'est fou. Style de baradak. Ah, tu me sors des dingueries, mec. C'est trop Euh, drôle. Qu'est-ce que je vais dire? Donc, au final, est-ce que toi, tu considères que t'es... Est-ce que tu sens que tu es en paix avec toi-même? Franchement, je pense pas. Je pense pas aujourd'hui. Tu vois, c'est des trucs, justement, je les ai faits et j'ai toujours été attiré par une pléthorée de choses à faire, d'activités et tout, parce que justement, je pense que mon esprit, il est tout le temps dans l'agitation. Et j'ai besoin de le calmer, de le canaliser dans des activités, des passions passagères Mm. ou plus longues. Mais ça ne veut pas dire que je suis en paix. Franchement, je pense que je suis comme tout le monde. Tu sais, on habitait à Paris en plus. C'est une ville bourdonnante. Franchement, mes respects aux Parisiens qui vivent une vie ultra zen, Ça existe? complètement. Ouais, ça existe, bien sûr. Je connais des gens qui sont dans ce milieu-là, des Parisiens qui sont dans le monde très. Voilà, associatif, méditatif, et ça, et le tai chi, et le tantra, et la méditation. Tu vois, je connais des gens qui sont vraiment dans ce délire-là, et je pense que. Et mais franchement, je suis dentiste, Mm. j'ai une fille qui habite à l'étranger, Tu gères 50 000 trucs, ouais, je ouais. bosse 15 000 trucs, j'ai 15 000 passions, je suis sur des projets, parce que franchement, ça te bouffe forcément un petit peu. Nous, pour répondre à ta question, je suis pas forcément en paix. Mm. Euh, je suis souvent heureux, je pense. Je suis pas tout le temps comme tout le monde, il y a des ups and downs. T'es Mais souvent... la paix, c'est pas ce qui me décrit en premier. Franchement, je pense pas. Bruno, je me rappelle, j'avais eu une discussion avec toi, on avait 20 ans. On était au CRIT, Hier mec. encore, j'avais 20 ans. On était justement au CRIT. Et je t'avais posé la question et je sentais que t'étais... Qu'est-ce que c'est que le crit Le critérium, c'est pour nos spectateurs? toutes les années, toutes les facultés de dentaire de France se réunissent Ouais. pendant les vacances de ski. Et c'est 7 jours D'orgie romaine, pour faire bref. d'orgie romaine. Bah, c'est 7 jours Ouais, où de festivités, de festivités, déguisements, tu fais du ski le matin, de bordel pas possible. Ouais. donc tu skis le matin. En fait, je pense que tu dors même pas. Et on peut le faire que à cet âge-là parce qu'on a une énergie incroyable qu'on n'a pas à cet âge-là. Et je me souviens, chaque soirée, il y avait une soirée à thème. Chaque soir, il y avait une soirée à thème. Atem Ben Arfa. À thème Ben Arfa, exactement. À Kadosh Baruch Hu. Chaque
Chaque soir, il y a une soirée à thème. Soirée fluo, cuir moustache, vous êtes Ouais, des animaux, etc. Et c'est fou parce que pendant 7 jours, c'est comme si c'était Halloween pendant 7 jours. Tu sais, Halloween, tout le ouais. monde se lâche. On dirait que c'est le soir où tu as le droit de. Fois 7 soirs. C'est ça, de faire n'importe quoi, tu vois. Ouais, Et là, c'est fois 7. ouais. Donc, un soir, entre 3 soirées ou je ne sais quoi, là, entre 2 soirées, on va dire, il était genre peut-être 3 heures du matin. Et je te dis, tu sais, Bruno, toi, t'es de confession juive et tout, mais t'es pratiquant, tu fais quoi? Et tu me dis, tu me rappelles, tu me dis, Roméo, écoute, avant, j'étais pratiquant. J'allais souvent, justement, à la synagogue. J'étais quand même assez religieux. Ouais. Je ne le suis plus. Je sais pas, j'ai comme lâché le truc, je tiens pas, je te parle, c'était il y a longtemps, mec, c'était à 17 ans, c'était il y a 17 ans. Ouais. Et tu me dis, j'ai lâché le truc, et moi, ma question pour toi aujourd'hui, après être passé par plusieurs choses, tu sais, t'as étudié beaucoup de choses, etc., est-ce que tu sens que tu es en paix avec Dieu? Waouh, la question. Est-ce que Déjà, tu sens que tu es revenu un peu? Est-ce que tu sens que tu reviens? Pas que tu es revenu. Est-ce que tu sens que des fois, tu as envie de revenir, ou est-ce que tu es revenu vers la religion, en fait, avec laquelle tu es né, en fait? Tu as hérité de cette religion. non, il n'y a pas eu de comeback. Il Il n'y n'y a a pas eu pas eu de de comeback. comeback, mais encore une fois, et c'est important, et c'est quelque chose qui est, je pense, très propre à la religion juive, c'est que tu peux pas forcément être pratiquant, c'est-à-dire être dans les rites, les bonnes actions, les fêtes, suivre tout ça à la lettre, et pourtant avoir une profonde identité juive Hmm. euh, qui est un petit peu dur à expliquer, mais dans laquelle voilà, on se reconnaît. Je pense que c'est pareil pour toutes les autres religions. Voilà, c'est une identité, qu'il y a une tradition, une culture, l'origine de tes parents, toutes les histoires que tu as entendues, les colonies de vacances, parce que j'ai fait des camps juifs quand j'étais... des colonies de vacances juives quand j'étais plus jeune, où j'ai rencontré certains de mes meilleurs amis. T'as toutes ces choses-là qui font que tu construis une identité. Et c'est comme ça que en fait, ma judéité, si on peut appeler ça comme ça, se manifeste. Et c'est en ça que je tiens toujours avec beaucoup d'attachement à qui je suis, d'où je viens, sans pour autant me reconnaître dans voilà, la pratique plus concrète, plus religieuse, où j'ai toujours voilà, eu un petit peu de recul par rapport à ça. Hmm. Et j'ai jamais. Alors, c'était aussi un coup d'essai, hein, comme la méditation, comme tout. Pendant je me rappelle, un an et demi de ma vie, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de savoir le pourquoi du comment, pourquoi on m'interdit de faire ci, pourquoi on m'interdit de faire ça, qu'est-ce que c'est de manger comme si. Et j'allais, je prenais des cours, et puis j'ai dit, non, pas pour moi. Je suis passé au truc d'après, comme une passion, vraiment, je te promets. Et Mais du coup, j'ai jamais eu et je pense, alors ne jamais dire jamais. Euh, mais je pense que je me reconnaîtrai jamais, jamais dans ça. Et encore une fois, voilà, je fais vraiment la distinction entre les deux, et je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes de la même confession et de mon âge qui se reconnaissent dans ce que je dis, voilà, hmm, où ça n'empêche pas que, voilà. Il y a plein de cathos qui sont très fiers d'être catholiques et qui vont pas forcément aller hmm. à la messe tous les dimanches matins. Je pense que voilà, c'est Rapidement, tu peux me faire un résumé. C'est quoi ta relation avec Dieu aujourd'hui? déjà ça dépend ce que tu entends par Dieu, parce que Dieu comme souvent dans les religions monothéistes, c'est l'impression, voilà, c'est d'une entité supérieure, omniprésente, à qui tu as quand même l'impression de devoir rendre des comptes, tu vois, dans le Hmm. sens où ça c'est bien, ça c'est le mal. Tu grandis quand même avec cette peur de ah putain, si je mange ça, la foudre va me tomber sur la tête. Si je fais ça, c'est génial, je gagne des points. Et j'ai toujours été dérangé par ce système-là. Limite, j'ai un peu l'impression que bah, du coup, en fait, des gens très religieux sont des gens qui, d'une certaine manière, sont un peu très intéressés par. Il y a ce côté, c'est la générosité et la bonté humaine, mais en même temps, dans ce système euh,
de décompte, voilà, entre les bonnes actions et les mauvaises actions. Et je pense qu'on n'a pas forcément besoin de Devenir passer compte par la et religion, non, pour être quelqu'un de bien. Euh, voilà, aujourd'hui, j'éduque une petite fille de 10 ans avec la question épineuse, voilà, elle est née d'une mère qui est catho et d'un père qui est juif. Elle a le cul entre deux chaises. Ça va être compliqué de l'identifier à une religion en particulier comme ça a été fait pour moi. Et c'est ce qui m'a permis, moi, de grandir dans un certain carcan, dans un certain moule où je savais que, voilà, c'est un biais pour les parents, c'est un moyen d'apprendre à ses enfants de devenir des futurs adultes respectueux, t'essaies aimants, de tout faire en généreux. tout cas, ouais. Et bah, aujourd'hui, moi, je peux pas forcément le faire à travers ma religion, que j'ai pas transmis techniquement à ma fille, mais je pense qu'on peut y arriver de la manière qu'on veut. Donc aujourd'hui, pour répondre à ta question, la vision que j'ai de Dieu, c'est plus. Ça peut paraître un petit peu cliché, mais pour moi, Dieu, c'est cette puissance qui est la vie. Et c'est pas quelque chose d'extérieur. Alors après, dans la religion juive aussi, on dit que Dieu, il est aussi en partie en toi. On parle de l'âme, de la neshama. Et je trouve que Dieu, c'est ce qui aujourd'hui, c'est complètement fou, quoi. On est des êtres animés, on est des organes de la peau, et on est animé, on parle, on a des émotions. C'est la puissance de cette vie-là et de tout ce qui nous entoure. Et euh, voilà, c'est plus à ça que je me fais référence. Donc, quand tu dis je suis en paix avec Dieu, techniquement, est-ce que on n'est pas aussi indirectement pas en paix avec nous-mêmes, parce que il y a du divin dans tous les êtres humains. Nice. Très intéressant. C'est une discussion qui peut prendre des heures et des heures de toute Ouais, façon. c'est super long C'est et je pour ça t'avoue que que moi, je me pose même pas ces questions. Et voilà, le côté spirituel, je te les ai posées, j'ai un c'est peu pour pris ça. du recul dans ma vie, ça prend moins de place dans ma vie, tristement. J'aimerais bien, j'essaie un petit peu, si elle a, de faire de la méditation, en lisant un petit bouquin de développement personnel, voilà, le parigo de base, quoi. Mais ça prend pas une place aussi importante que je souhaiterais que ça prenne aujourd'hui. Je pense que ça fait du bien à tout le monde. Peut-être un jour. Ouais, on va essayer de pas toujours remettre à demain. Ouais. Tu vois, un peu stopper le tourbillon de nos vies pour se focaliser un peu sur nos propres personnes, ça fait du bien. Tout à l'heure, tu parlais tu sais, au tout début, on parlait de vivre le moment présent. Au tout début, lorsqu'on a commencé. Est-ce que tu considères que tu es est-ce que tu es quelqu'un de nostalgique? Ouais, je suis quelqu'un de nostalgique, je pense. Ouais. Je pense beaucoup. Je conserve religieusement, et ça, tous mes amis le diront, je conserve religieusement le moindre souvenir que ça soit du collège, du lycée, de mes colonies de vacances, de la fac, tout avec mes premiers amours, tout ce que tu veux. J'ai cette notion-là comme j'ai une mauvaise mémoire, tu l'as dit tout à l'heure, j'ai l'angoisse de me dire que si j'ai pas des preuves tangibles ou des souvenirs matériels et que je les conserve pas, et ben en fait ils seront partis à tout jamais. Et ça c'est quelque chose qui m'angoisse profondément. Avec ma fille c'est pareil. Je rentre d'un séjour avec ma fille, la première chose que je fais c'est je sauvegarde tout ce qu'on vient de vivre. Alors bien sûr j'ai les souvenirs en tête, mais je sais pas pourquoi. Ça a toujours été une angoisse que de perdre ces morceaux de vie, tu vois, ces instants de vie. Et je me rends compte que plus le temps avance, plus j'ai jamais arrêté de le faire. Et en fait, ça commence à être monstrueux. Et mes amis sont choqués, tu sais, je leur sors des délires, il y a 25 ans, je leur sors la photo et j'ai toujours ça. Je classe religieusement dans des petits dossiers. C'était quoi ta question? Est-ce que tu es nostalgique? Ouais, bah voilà, je pense que ça en est la preuve. Ouais. Et est-ce que Et ça tous les t'arrive? deux, on adore à chaque fois. Typiquement, vraiment, tous les deux, on est, je pense, deux grands nostalgiques. On adore se poser et se rappeler les souvenirs de En la fait, je pense qu'il fac. faut voir le côté positif de la nostalgie, c'est ses bons souvenirs, etc. Ouais, Mais, de nostalgie, c'est pas péjoratif. ouais. Mais en fait, c'est quoi? J'ai remarqué quelque chose, Bruno, c'est que notre cerveau a cette manie de ne retenir et de ne se souvenir que des moments positifs de la vie. Et il a tendance à souvent oublier, majoritairement, et heureusement, j'ai envie de te dire, les moments négatifs. Donc, quand tu penses au passé, eh ben, souvent tu dis ah c'était bien cette époque, ah la fac c'était trop bien, tu te rappelles, pas de problème, pas de truc, ah Ouais, je me rappelle ouais. quand j'avais rencontré telle ou telle C'est personne. clair, ouais. Enfin, Donc là, en tout cas, en parlant de nous tu avec vois ce la que je veux fac, dire? c'est vrai que Tu vois que les côtés positifs, mais on se j'ai rappelle ce pas des raccourci. angoisses Ouais. où tu Après, c'est tu sais pourquoi j'ai les côtés positifs? Parce que je me rappelle des souvenirs avec toi.
Oui, qu'on c'est était comme certain. les deux doigts de la main. Donc en fait, c'est la fac C'est un tout, en fait. C'est vraiment un avec, tout. toi dans l'équation. Et en fait, là, ça m'évoque tout le positif de la fac. Ouais. Franchement, tu as été ma plus belle surprise durant mes études. Et je crois que tu es le seul vrai ami. Non, il y en a quelques-uns, mais vraiment, ils se comptent sur les doigts de la main, que Ouais. vrai ami que j'ai gardé Moi aussi, man. de la fac aujourd'hui. Alors que certains, tu sais, t'as les gens de la fac, tous leurs meilleurs amis, tous leurs amis, leurs maris, tout, c'était la fac à 100%. Ouais. On avait un petit peu nos lives en parallèle. Mais écoute, moi, je suis très content. Déjà, moi aussi, c'était une superbe surprise. D'ailleurs, la première fois que je t'ai rencontré, je t'ai pas aimé du tout. Je me rappelle, T'étais tu me insupportable. charriais. Ah, t'étais insupportable. Donc, c'était vraiment pas ça. Je me rappelle encore, on passait avec Jérémy, t'étais en train de marcher. Et j'ai fait, mais c'est débile, celui-là, il me fait chier. Mais j'avais 18 ans, Je tu me vois, et rappelle, c'était toi, parce que tu le parles, stage le stage à infirmier, Challenger le à stage Créteil. infirmier, ah man, Ouais. t'étais insupportable, man. Mais en fait, quand on te connaît pas, tu sais, tu parles, tu parles, et tu me laisses pas en placer une, j'essaie de te parler, tu me Ouais, coupais, ah, vilaine il fait manie. chier. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, t'es comme ça, et je savais pas comment t'étais. Et finalement, je me rappelle quand j'ai fait la première année de dentaire avec toi, quand on a fait nos études, et la deuxième année, on s'est perdu, man, j'étais le mec le plus triste. Comment ça, la deuxième La année? deuxième année, Dedans. t'as Troisième changé année? la troisième année, pardon. Ouais, Donc, deuxième année, on était ensemble. Donc, ouais. première année de dentaire, on était ensemble. Deuxième année, alors, on s'est perdu de vue parce que les horaires n'étaient plus les mêmes. J'étais dans Ouais. des TP, toi, tu es dans un truc, et on se voyait plus du tout, Bruno. Je m'en souviens, crois-moi. Mais attends, tu vas me dire que tous ces souvenirs là, on allait déjeuner Strato et compagnie, tout, Tout, c'était la que majorité, c'était en P2? C'était P2. une année? C'était Ouais, pourtant, intense. on est resté grave proches à la fac, Oui, mais tu vois. après, Il y a eu certaines 15 000 fois, trucs. il y Ouais, avait des occasions, ouais. etc. Mais là, c'était surtout la Ouais, deuxième année. c'était Tu terrible pour vois? moi parce que enfin, chaque fois, je me faisais ami avec des gens. Et tu les laissais. Et j'ai redoublé 3 années consécutives. Donc en fait, je me suis retrouvé avec des gens de plus en plus jeunes et tous les gens avec qui je me liais d'amitié, au final, ouais, ils ils C'est disparaissaient une clair. année au-dessus. Ça, c'était un peu. Moi, je pense, Bruno, la nostalgie, c'est quelque chose de vraiment. C'est sympa quand tu vas le voir, mais il faut pas trop plonger dessus. Certaines fois, je vois la nostalgie. La nostalgie, c'est un gouffre dans lequel tu peux tomber et qui peut être, je sais pas, très. Je veux dire, ça peut t'emmener très loin dans quelque chose de très mauvais. Aujourd'hui, lorsque je pense au passé, lorsque je réfléchis et je me rappelle de ce qui se passait il y a 10 ans et je me dis, c'était tellement bien, trop cool, dans 10 ans, je vais littéralement penser à aujourd'hui. D'accord? Et je me dis, ah, mais je vais me dire, ah, c'était cool, c'était sympathique, etc. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, je pense au passé. Et si je passe mon temps à penser à il y a 10 ans, d'accord? C'est ça le vice de la nostalgie. Si aujourd'hui, je Ah, passe mon temps à penser il y a 10 ans, t'es jamais dans le dans présent. 10 ans, je vais penser à aujourd'hui et je vais me dire, oh, c'était cool. Ouais, mais aujourd'hui, je vis pas le moment présent. C'est pour ça que vers l'âge de 30 ans, Bruno, j'ai réalisé quelque chose. Et c'est encore une fois la phrase que tu entends souvent, c'est vis le moment présent. Mais quand je te dis ça, vraiment, c'est pas simplement vivre le moment présent. Je vais développer là-dessus, c'est littéralement ne vis surtout pas dans le passé, parce que tu vas te déprimer, et vis même pas dans le futur, parce que tu vas être soit anxieux, soit tu vas trop essayer de préparer des choses. Donc le moment, maintenant, c'est là le bonheur. Et c'est littéralement ça. Et c'est quelque chose que ça m'a mis du temps à découvrir ça. Ça a mis du temps, tu vois. Et c'est fou parce que j'étais allongé un jour sur mon canapé et je pensais au passé et je me disais, c'était quand même cool cette époque, c'était quand même sympa quand on était avec les copains, quand on faisait ci, quand on faisait ça. Tu sais, et j'ai réalisé, man, j'ai eu comme un éclair comme ça. Je me suis dit, mais en fait, mec, aujourd'hui, dans 10 ans, tu vas repenser à aujourd'hui et tu es en train de perdre du temps maintenant. Tu sais quoi? Juste profite aujourd'hui. Tu es en train de perdre du temps en pensant Ouais. à hier. Non, mais bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Après, à petite dose, la nostalgie, quand tu te retrouves avec des copains et que tu te remémores Seulement les ça. bons souvenirs, Ouais. ça fait du bien. Après, Ça, c'est génial. si tu es sur une fixette, en effet, où tous les jours, tu te dis hier c'était mieux qu'aujourd'hui, dans Non, la non, non. vie, que ce soit la fac ou le reste, hein, je sais pas, tes amours, ta vie, ta situation familiale, financière, Tout, que man. sais-je. Tout, tout. C'est vrai. Et c'est vrai. Et je pense que c'est une des tâches les plus compliquées, c'est de réussir à se focus et même à plus petite échelle. En Mm. fait, quand tu es dans un événement, un concert, un beau moment pendant les vacances,
ouais, c'est de pas être dans l'anticipation de ah, what's next, qu'est-ce qu'on va faire, de pas. Et c'est compliqué de focaliser son attention sur vraiment tes sensations actuelles, ce que tu es en train de vivre, avec qui tu es, le contentement et la joie que tu peux en tirer. C'est un travail super dur. Et j'aurais pas le culot de te dire que moi j'y arrive plus qu'un autre, mais en tout cas, ça donne envie. Ça donne Mm. envie de plus être dans ce genre de moment plutôt que Mm. d'être toujours tiraillé entre before et after. Ouais, un jour j'ai été poussé, Bruno, à couper mon téléphone. Et j'ai été forcé à couper mon téléphone. On était allé en vadrouille, genre avec des copains. Et ce qui s'est passé, on est dans la nature. Le téléphone ne captait pas. Et ça m'a poussé en fait à juste profiter du moment avec ces personnes. Et c'est pas moi qui l'ai choisi, mais ça m'a fait réaliser à quel point, tu sais, on manquait des choses. Tu sais, toutes les heures, tu vas regarder ton téléphone, tu vas essayer de checker est-ce qu'il y a quelque chose, il y a une notif, une connerie. On est dépendant de ça. Et c'était fou parce que c'est comme si l'univers avait d'un coup bloqué mon tel. Et en fait, c'était vas-y, profite maintenant, profite, on va voir ce que tu sais faire. Et man, c'était tellement une belle soirée, c'était incroyable. Enfin, juste au retour, frère, il n'y avait pas de lumière, c'était angoisse, mais c'était une super belle soirée. Et regarde, je vais te dire quelque chose, Bruno. Souvent, je termine le podcast avec une question, je pose souvent cette question aux gens, et je vais te la poser à toi. Si aujourd'hui, je te donne 1 heure, tu peux passer cette heure avec la personne de ton choix. Ça peut être une personne vivante, plus de ce monde, connue, pas connue. Tu choisirais qui? Ah ouais, tout confondu. Ouais, c'est Tout compliqué. confondu. Tu veux pas me fermer un petit peu les taux parce que là, si tu me je vais vouloir prendre un proche perdu et en même temps, j'ai grave envie d'aller Ok, dîner avec alors, Tupac, tu vois. ok, alors vas-y, on va faire un truc un peu fun. Une célébrité, Une célébrité. quelqu'un qui était euh, connu. Ou qui est ah, connu, qui est connu. je sais que c'est très cliché, mais je pense que c'est la personne qui m'a plus matrixé de toute ma vie. J'irai à 200% passer 1 heure avec Eminem. Eminem? Ah, c'est sûr. Si genre je sais, je pense de tous les artistes de ma vie, vraiment celui que j'ai le plus idolâtré. J'ai eu une période de ma vie, j'étais ce qu'on appelle un stan, quoi. Genre j'étais mais obsédé, je connaissais tout, toutes Waouh. les paroles, les trucs, j'étais fou, j'allais au concert, j'étais fou. Mais il a créé, il y a un documentaire qui vient de sortir sur ça, s'appelle Stan, où tu vois en fait ce phénomène-là, c'est un mec qui non seulement en plus d'avoir une énorme cote de popularité, a vraiment créé tu sais, cet ouragan avec ses fans ouais, où tu développes une admiration telle que, genre, je sais pas, tu délires, quoi. Aujourd'hui, beaucoup moins. Limite, j'écoute même plus ses musiques, mais juste pour tout ce que j'ai pu vivre avant, je pense que ouais, je choisirais lui. Incroyable. Ouais. Le meilleur son de lui, c'est lequel que tu préfères? Waouh. Et quand c'est des trucs de mémoire, c'est foutu. Meilleur son d'Eminem, c'est Shit Can Happen avec son groupe D12. Je crois que c'est le son que j'ai le D12. plus Oh my écouté. God. L'album de D12, c'est vraiment ouais, mes potes se foutaient de ma gueule, je l'écoutais, mais genre Tu en te souviens boucle de non-stop. Purple Hills? I take a couple Nanana, offers, I done a nanana. couple dinners, Incroyable. but nothing compares to the blue and yellow purple hills. Incroyable, Dirty man. Northern Shady C'était Road. incroyable ce son. Tu vois, avec le clip. Avec le Tan, clip, mais je tan, pense que c'était. tan, 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 tan. Ah, c'était incroyable. Et tout était violet, on dirait qu'ils étaient Ouais. sous champignons ou quelque Ah, c'est chose. l'idée. C'est Ouais, l'idée, ils c'est étaient ça. ouais, complètement C'est l'idée, arrachés. c'est ça. Ah, Eminem, incroyable, c'est ça. Moi, j'ai connu Eminem grâce à Slim Shady. Pas avant, c'est fou. Et après, j'ai commencé à écouter ses sons Ah d'avant. ouais, bah, c'était Ouais, ça ouais, coïncide avec le début de sa popularité. Il a incroyable. sorti 2 albums obscurs avant d'être signé par Dr. Dre et après, boum, direct. Il a explosé en fait. Il a fait que. D'ailleurs, je me rappelle C'est quand le tu big regardes. boss, hein, franchement, mais en écriture, en parole, Il est très fort. Il est très, trop très fort. fort. Et on l'écoute ses chansons, mais on se rend même pas compte du level qu'il y a derrière. Il y a un mec, il y a une page Instagram, elle est trop drôle, j'ai oublié le nom, mais c'est un mec qui analyse justement les lyrics d'Eminem, tu vois. Il te dit le sens et le sous-sens de cette phrase et tout, et ça apparaît. Mais en fait, tu te rends compte à quel point, tu sais, il écrit et le commun des mortels ne comprendra jamais ses paroles. Mais si tu vas chercher vraiment dans le détail, c'est monstrueusement chaud d'avoir pensé à, tu sais, ces idées-là. Non seulement il fait rimer, il arrive à, tu sais, à faire des consonances, des allitérations, des trucs en anglais. Il te fait des tueries, tu vois. Et en plus,
ça a un sens, c'est genre des métaphores filées. Enfin, Oui, c'est il un est très monstre. fort. Il est trop fort. Il lisait le dictionnaire, le mec. Il avait le dictionnaire Je en crois, ouais, permanence peut-être avec lui. ouais, quand il Ouais. écrivait ses textes, toujours un Et un petit. jour, j'ai entendu une interview où il disait, il y a un mot qui me faisait trop chier, j'arrivais pas à trouver de rime avec. Du coup, j'ai dû trouver une consonance, quelque chose qui Hmm, sonne. Tu sais, c'est quel mot? c'est quoi? Orange. Ouais, il va faire des trucs un peu. I'm reading orange. Ouais, Orange. ça va pas Et genre, exactement finir par ça. et il Ouais. disait Mais c'est son style, ça. c'était le mot qui me rendait fou. Ouais, J'arrivais pas à trouver de ouais. mot qui rime avec orange. Ouais, il sait tout faire. Mais là, il y a un tweet qui vient de sortir avec un mec et Slim Shady. Essaye avec ce mot-là. Et justement, ça a été retweeté, je sais pas combien de fois. Et là, récemment, il vient de faire. Il te donne un mot et le mec te balance un truc. Genre, mais, c'est une Eminem? tuerie. Ouais, là, c'était genre la semaine dernière, j'ai vu ça. Genre, Incroyable. Eminem mis au défi défi. de faire rimer un mot improbable. Et il répond sur Twitter au mec qui a mis ça, son petit couplet, genre en Incroyable. toute détente. Enfin bref, que des belles histoires. En tout cas, Bruno, merci beaucoup pour ton temps. C'était un Merci à plaisir de toi, c'était trop t'avoir. sympa, franchement. Trop cool. C'était Et cool. puis, écoute, vraiment, je suis content d'avoir un ami comme toi. Vraiment, vraiment Pareil, content. super fier. Et voilà, comme le bon vin, ça se bonifie avec les années. Ouais, On, same here, on man. se voit Same here. loin, comment on dit? Loin des yeux, près du cœur. Normalement, ça c'est loin des yeux, loin du cœur. Mais nous, c'est loin Loin des des yeux. yeux, loin du cœur. Bah non. Loin des yeux, près du cœur, c'est Ah oui, ça qu'on veut. Bah oui. Bah oui, justement. On est c'est loin ça. des yeux, près du cœur. C'est-à-dire qu'on a beau pas se voir pendant très longtemps, Littéralement. on se revoit. Et c'est ça, les vraies amitiés. C'est vrai. Ça C'est change les pas, gens, hein. tu les revois. Tu Un réalisais jour, même par pas là, que je te bam, disais, c'est, ça fait un exactement an. comme si. Et tu te rends compte, on se revoit, entre-temps, on change. Respectivement, dans nos vies, il nous arrive des trucs mais complètement différents. T'es parti vivre dans un autre pays, tu t'es marié. Donc, tu vois, nos esprits, ils changent. Et on est, même si on a un tronc commun tu vois, on s'est aussi développé Heureusement au sein de nos amitiés, tu vois. Mais qu'on on se se parle retrouve toujours. et on arrive à réaccorder les violons, tu vois, je trouve à chaque fois. Ça m'a toujours impressionné. Et je les compte là aussi sur les doigts d'une main, les personnes avec qui j'ai cette sensation-là. Moi, j'ai l'honneur de t'avoir comme ami, Bruno. Merci beaucoup. C'est partagé, mon ref. Thank you, man. Merci beaucoup.